Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un live avec Delphine, le temps d'être libre, c'est là que vous la trouverez sur Instagram. Elle va arriver d'ici peu, j'en profite pour vous rappeler le petit concept de ces lives. On va aller aborder les émotions, comme le titre l'indique, mais en allant piocher des petites questions dans mes gobelets. Voilà, donc c'est la surprise du jour, c'est qu'on ne sait pas exactement quelles questions vont arriver à nous. En général, c'est toujours les bonnes, donc on se fait pas trop de soucis pour ça. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé. C'est ce qui fait qu'Instagram partage ce live. Donc je vais essayer d'inviter Delphine. Hop là, alors on y va. Je m'appelle Nadège, je suis coach pour atypiques sensibles et j'accompagne toutes les personnes hypersensibles, atypiques, embêtées avec leurs émotions, à se sentir mieux et à oser être elles-mêmes pour vraiment pouvoir réaliser leurs rêves, pouvoir mettre en place leurs objectifs. C'est ça mon job, voilà. Et à côté de ça, j'adore écrire. J'adore aussi pratiquer l'art-thérapie, je me suis formée et je propose des petits ateliers. Il y en a un qui arrive très vite. Je pense que d'ici samedi, il sera dévoilé. Donc faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur mon site, un petit tour sur mon lien en bio. Je vois que vous arrivez tranquillement ce matin. Alors j'attends voir si Delphine nous rejoint ou s'il y a un petit bug parce que parfois ça peut arriver. Ah, voilà, petit bug. Il nous dit que Delphine ne peut pas participer, donc je la réinvite. On va pas se laisser casser les pieds. Hop. Donc, on va recommencer. Faut pas perdre patience. Je sais pas comment sont vos nuits actuellement, mais c'est terrible ici. C'est beaucoup de j'allais dire de remuage, pas tellement français, je viens de parler en anglais donc je n'ai plus le mot, c'est pas grave, mais beaucoup de remous, beaucoup de rêves, beaucoup de tout ça. Coucou! J'étais en train de dire que les nuits en ce moment c'était un peu chaotique pour tout le monde. J'ai partagé hier que j'avais passé une nuit berk et tout le monde me dit ah mais j'ai pas dormi non plus, mais ça fait 3 nuits que je dors pas, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une pleine lune. Bah, il y a les effets et puis il y a les grandes marées en ce moment. Début de mois, il y a eu les éruptions solaires, donc on se prend encore les vagues. Voilà. Beaucoup. Donc voilà le cumul de tout ça. Et toi, comment ça va? Moi, je dors bien. Eh ben écoute, t'as mis une carapace bien épaisse. Écoute, non, je ne sais pas, mais ça va. Non, je dors bien. Ah oui, effectivement, des gens disent que les nuits sont épiques. Leur vie est remuée par des rêves incessants. Ah oui, moi aussi, je rêve, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, alors soit c'est rêve et cauchemar, soit c'est nuit blanche. Donc ça m'a fait rire parce que je me suis dit ça va, je me sens moins seule. Oui, oui, mais il y a toujours des périodes comme ça. Et puis septembre, c'est une période des fois qui est un petit peu chargée aussi. Pour pas Oui. mal de gens, tu vois, au niveau un peu les reprises, etc. Ça peut aussi perturber les nuits, ça. Ouais. Mais voilà, c'était le petit point Bon. bien-être du matin. Parce que je sais pas pourquoi il voulait pas que je t'invite. Ah bon? Donc moi j'ai dit non, je ne lâcherai pas. Bon, je suis ravie d'être là, en tout cas. Ça me fait plaisir. Et de... Bah, moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Je vais te laisser te présenter. Moi, je me suis présentée juste avant, le temps que tu arrives, tranquillement. Ok. Donc, si ça te dit. Ouais, parti. Moi, je suis Delphine. Je suis accompagnante psychosociale et assistante sociale. Et j'accompagne en particulier avec l'expression créative, mais j'en parlerai un petit peu après peut-être. J'accompagne surtout les personnes qui ont tendance à s'oublier et à faire passer les besoins des autres avant les leurs, que ce soit dans la vie perso, par exemple, mais aussi pro. Et en particulier toutes les personnes qui sont dans les métiers liés à l'humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir aussi cette tendance, des gens qui sont très engagés et qui effectivement peuvent avoir tendance à un petit peu s'oublier, mais ça peut aussi se retrouver dans la vie perso. On peut être aidant et puis on peut être parent, enfin voilà, il peut y avoir plein de profils différents. Donc ça c'est une partie. L'idée ça va être justement
d'essayer d'alléger un petit peu le quotidien, le stress, la charge mentale et de retrouver un équilibre qui soit durable dans son quotidien et apaisé, tout en continuant à être là pour les autres, mais sans s'épuiser. Voilà. Le but vraiment de tout ça, c'est d'éviter le risque d'épuisement qu'on peut retrouver à différents niveaux et dans différents domaines. Et puis j'ai aussi une partie sur l'accompagnement des ruptures et transitions de vie. Donc pour les personnes, tout un chacun on en connaît, hein, des ruptures, des transitions, des pertes dans nos vies, sauf qu'on n'a pas trop pris l'habitude dans notre société de les accueillir et puis de leur laisser de la place et puis voilà, de les honorer aussi parfois. Et souvent ces périodes-là, ça, ben évidemment, ça engendre plein d'émotions, de chamboulements, de changements. Donc l'idée, c'est d'accueillir ces émotions et ces changements, de mettre en place justement finalement un nouvel équilibre de vie, puisque ça va demander de revoir un peu nos repères. Ça peut être l'occasion aussi de retrouver un petit peu du sens dans nos vies, de se reconnecter aussi à nos propres besoins. Voilà, quand je parle des pertes, des transitions, des ruptures, c'est toutes ces périodes. Par exemple, ça peut être des séparations, ça peut être des pertes professionnelles, ça peut être des maladies qui arrivent et qui bousculent le quotidien, ça, un handicap, ça peut être un décès. Enfin voilà, toutes ces périodes compliquées. Ça peut être aussi, par exemple, le départ des enfants de la maison, parce qu'évidemment, ça remet en équilibre notre équilibre, justement. Ça peut être le passage à la retraite. C'est vraiment toutes ces périodes-là où on a l'impression que ça passe comme ça, sauf que généralement, ça laisse des petites choses et ça demande voilà, de se réorganiser, de réorganiser notre intériorité d'abord, avant de Ouais. réorganiser notre extérieur. Voilà. Et donc pour ça, j'ai différents espaces et voilà, j'ai des accompagnements individuels plutôt. Je vais certainement lancer des cycles d'ateliers là sur certaines thématiques dont je vous ai parlé. Et puis Moi, le j'aime bien. Journal Creative Club qui lui est un club où on va justement, c'est plutôt le club ressourcement et anti-stress où on va s'accorder des moments pour soi avec sa créativité et où on explore des sujets liés plutôt à la régulation du stress, des émotions, au fait de prendre du plaisir, de la légèreté, remettre de la légèreté dans son quotidien, enfin tout ce genre de choses. Et donc ma particularité, c'est que j'utilise principalement, pas que, j'utilise aussi des outils de coaching, mais principalement j'utilise le journal créatif, qui est donc un outil d'expression de soi, qui allie le collage, le dessin et l'écriture. C'est une approche spontanée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner, de savoir faire, on fait vraiment avec ce qui est là. Ce qui compte, c'est le processus, c'est pas le résultat esthétique. Donc le processus, c'est... Salut Nathalie, je vois des gens que je connais qui se connectent. Le processus, c'est bah, voilà ce qui émerge de ce qu'on a fait, et puis comment on se sent aussi pendant qu'on fait les choses, etc. Le recul qu'on prend, les prises de conscience après, voilà. Mais c'est pas le côté esthétique, voilà. Le journal créatif, c'est issu de l'art thérapie aussi, des théories du développement de la créativité, de différentes théories de psychologie, enfin voilà, de techniques du journal d'artiste. On mêle un petit peu tout ça. Voilà, et c'est une méthode qui nous vient du Québec. Ah ouais. Voilà. Mais moi, je suis très friande de tes ateliers. C'est vrai que là, j'ai eu une petite période où mon énergie, il fallait que je la recentre absolument. Donc, je crois qu'il me reste encore un de tes ateliers à faire. Écoute, l'avantage, c'est que tu l'as à Je fais vide mon stock. quand tu as envie de le faire et quand c'est juste pour toi surtout. Mais Euh, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que finalement, tu fais des propositions régulièrement et quand on sent que ben, on a ce besoin, ben, ça revient toujours. Moi, je trouve que ça vient toujours au bon moment. Donc, c'est la vigilance, voilà. Et puis, j'ai vu que cet été aussi, alors j'ai eu le temps de regarder que la moitié, mais tu avais proposé pas mal de petits lives. Donc, c'est oui, intéressant aussi que bah, d'aller voir, oui, aller explorer un peu, parce que tu as oui. proposé plein de trucs. Alors j'avais proposé une série qui s'appelle Décompresser dans son journal. Bon voilà, le titre est clair, je crois. Où on n'a pas besoin de savoir faire. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est de guider les gens pour oser déjà se lancer, oser voilà qu'on sache ou qu'on sache pas, même s'il n'y a pas besoin de savoir, comme je disais. Mais Non. souvent on a un petit peu peur, on ne sait pas trop comment s'exprimer. Moi, mon but c'est de guider par des exercices, des consignes. Mais après, je dis toujours aux gens que ce qui est très important, c'est la liberté, c'est-à-dire se sentir libre
de suivre ou pas, ou de suivre, démarrer avec ce que je propose, puis d'aller ailleurs si ça vous amène ailleurs, parce que ça, c'est vraiment le fait que c'est important. C'est ça l'approche intuitive en fait, c'est le fait que on écoute ce qui est là, présent pour soi. On est beaucoup dans l'instant présent quand on fait ce genre de choses. Et on se laisse aussi guider par le côté beaucoup plus inconscient, intuitif. On met le mot qu'on veut derrière, parce que justement, le but de ces approches, je sais que tu as aussi cette vision-là, Nadège, c'est que ça va squeezer le mental, justement. Ouais. Voilà, ça va squeezer cette partie, on est toujours en train de réfléchir, etc., d'anticiper, d'organiser, de se poser la question du pourquoi, du comment, des choses avec lesquelles je suis très familière, hein. Donc, Bon, moi, pas du tout. Je ne vois même pas de quoi tu parles. et donc de pouvoir aller vers des choses qui sont voilà plus d'autres parties de nous, on va dire, qu'on met peut-être un petit peu moins en avant ou qu'on oublie et qui sont aussi des parties sages en nous qui savent déjà aussi ce besoin, etc. Mais voilà, on n'est pas habitué non plus dans nos sociétés à écouter trop ces parties-là, enfin moins, hein, on met beaucoup le mental en avant et le mental, bah, des fois, on a besoin de le driver un petit peu. De quoi parler? Ah, on a des familières aussi avec nous. Béatrice, je suis Donc, sûre et certaine que, au fond de toi, tu sais de quoi on parle. ouais. Mais oui, parce que, enfin, moi, c'est principalement pour ça que j'utilise l'art thérapie, parce que bah, le mental, le coaching, en fait, c'est clairement, c'est le mental. Mm. On va questionner le mental, mais il y a un moment donné où si on veut vraiment avoir des réponses qui soient pas des réponses de façade, on est obligé d'aller squeezer le mental pour aller chercher plus loin. Ouais. Et quand finalement la réponse, c'est pas une évidence, bah et tu m'as fait beaucoup rire avec tes consignes, parce que moi je commence souvent mes ateliers en disant je donne des consignes, vous les suivez ou pas. Mm. Euh, c'est une consigne que je donnais déjà à l'école quand je faisais les séances d'art plastique, c'est je donne une consigne, mais si vous avez envie de faire autre chose, bah, on en discute ensemble et on voit si c'est pertinent, si ça va dans le sens de ce que j'attends. Mais il n'y avait pas de fermeture et de on fait exactement ce que j'ai dit, parce que finalement ça aboutit à rien si on laisse pas un petit peu d'intuition là-dedans ou voilà, de ressenti, et c'est ce qui est hyper intéressant. L'important, c'est laisser la place à plus de spontanéité aussi. Mm. Donc, Et on le perd. Parce que ouais. comme tu disais tout à l'heure, les intelligences qui sont mises en avant, ben, c'est des intelligences très cartésiennes, très observables, etc. Donc ce qu'on admet dans notre société, c'est tout ce qui peut se constater réellement. Mm. Quand on commence à dire fais confiance en ton intuition, c'est plus quelque chose de valable. Parce que scientifiquement, il n'y a rien de prouvé, donc et finalement, pourtant, c'est elle qui nous guide le mieux. Oui. Donc Et encore, faut-il arriver à s'y reconnecter. c'est ça. Et moi, je trouve que passer par déjà, enfin, tout ce qui est peinture, collage, etc., on revient à des choses qu'on faisait quand on était tout petit et qu'on se questionnait pas sur pourquoi, comment, comme tu disais tout à l'heure. On faisait de façon naturelle. Et on revient à ce geste qui nous reconnecte à notre enfant intérieur et au naturel. Voilà, et sans la prise de tête. Mais ça demande de l'entraînement. Ça demande, c'est pas pour moi, c'est pas en une fois que tu arrives à lâcher prise par rapport aux résultats que tu vas avoir. Il faut essayer de pratiquer un petit peu tout le temps. C'est fou, hein. C'est la pratique. Alors évidemment, plus. Alors la pratique, ça n'a pas non plus besoin que ça dure 2 heures, hein. Non, c'est ça. De plus en plus vers des propositions qui sont assez courtes parce que bah, il y a quand même une problématique, on va dire, autour du temps, quand même, aussi dans la plupart du quotidien des gens. Et moi, je trouve surtout ce qui est le plus important, c'est la régularité. C'est le fait de régulièrement se poser, même si régulièrement, c'est une fois par semaine, mais rien que ça, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, on peut déjà s'accorder ces espaces. Justement pour lâcher un peu ce mental qui souvent est envahissant pour nous, on va avoir pas mal de rumination, de stress, voire d'anxiété, mais aussi s'accorder des espaces de liberté, je dis souvent, et de légèreté, parce que notre quotidien, il n'est pas toujours fait de liberté, de légèreté. On a beaucoup de contraintes diverses et variées dans nos vies pro et perso. Il y a vraiment un espace, pour moi, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que celui-là, je parle de celui voilà, qui est mon chouchou, mais il y en a d'autres. Mais où on peut vraiment s'accorder cette liberté sans censure. Où, évidemment, ça s'apprend un petit peu de ne pas se censurer, hein, mais on peut accorder cette liberté-là et retrouver la légèreté, du plaisir, de l'amusement.
Donc avec toutes les émotions qui vont avec, de la joie, de l'enthousiasme, de l'élan, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ça Mm. fait du bien parce que, en plus, on est dans un contexte quand même politique, économique, social qui est quand même est assez lourd, géopolitique aussi. Enfin, donc on peut avoir des journées très chargées émotionnellement, quoi. Et c'est vrai que avoir des espaces, s'autoriser des espaces comme ça où on va aussi décharger tout ce flot d'émotions qui peut nous impacter, qui est normal, hein, ça aussi, je pense que c'est hyper précieux, quoi. Ouais, pour moi, enfin, tu vois, j'aime beaucoup pratiquer aussi le Zentangle parce que ça me prend très peu de temps. Je peux faire un petit carré de dessin en 5 minutes. Le coloriage, parce que c'est pareil, je peux commencer, mais j'ai pas d'obligation d'avoir rempli ma page pour arrêter. Et finalement, des fois, c'est des petites activités. Moi, j'aime bien laisser un coin de mon bureau avec tout mon matériel de collage. Je me laisse une feuille. Des fois, je commence. Et puis, tu vois, je stoppe à une consigne et puis je reprends après. Mm. Et finalement, c'est de se dire, mais en fait, on n'est pas obligé de commencer un projet et de le finir Oui, la même journée. ouais, tout à fait, Au exact. début, je me disais, ben, en fait, oui, il faut que ce soit fini, tu vois, mais Le biais qu'on a, hein, c'est qu'on veut aboutir, entre guillemets, finir, et en fait, on peut faire des fois 5 minutes par 5 minutes. Même un collage, on se dit, bah tiens, je fais un collage, soit on peut faire un collage très spontané, on se met un timer et ça nous prend 10 minutes, par exemple. Et au bout de 10 minutes, on arrête et puis déjà, on a fait ça. Soit, par exemple, on pourrait faire un collage sur un thème, je sais pas, un thème de notre vie qu'on a envie d'explorer, ça peut arriver. Et ben on va faire un petit peu aujourd'hui, 5 minutes, demain on peut remettre une image, et puis etc. Enfin voilà. Et c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça reviendra. non, mais c'est des petites bulles qu'on s'offre. Il n'y a pas besoin que ce soit un temps, voilà. C'est vraiment, on peut aussi faire des choses en un minimum de temps. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Cette liberté que tu as finalement de faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et puis de dire, bah, je suis pas obligée de tout finir dans une journée, c'est une liberté, mais je trouve que ça, ce processus-là qui est appliqué à la créativité, on peut aussi tout à fait le transposer dans la vie de tous les jours, Hmm. parce que finalement, ce qu'on fait dans nos carnets, dans nos pages, on peut se dire, mais pourquoi je le ferais pas dans ma vie, ça aussi? Pourquoi, dans mon quotidien, je me sens obligée de finir cette tâche ou de faire ça, de plier ce linge absolument aujourd'hui, alors que j'ai pas du tout l'énergie, que je sais que ça va me mettre de mauvaise humeur. Je me parle en connaissance de cause, hein. J'aime beaucoup pratiquer comme ça, me forcer à faire des choses qui vraiment, mais je sentais que ça me mettait dans un état, au lieu d'aller plutôt vers des choses qui au contraire me faisaient du bien et me permettaient après de continuer mon quotidien de façon beaucoup plus sereine et aussi en ayant eu l'impression de m'être nourrie quelque part d'une manière ou d'une autre avant. Voilà. Ouais, mais c'est quelque chose Ça, qui me parle beaucoup. on a tout fait, alors qu'on n'a jamais tout fait, c'est infini ce qu'on a à faire dans nos vies, et que finalement on n'a jamais le temps. Si on ne le prend pas, on n'a jamais le temps, ni bon, voilà. Alors qu'avoir ces pratiques-là, ça redonne aussi de l'énergie, ça me permet à notre batterie de se recharger et de continuer à avancer de manière beaucoup plus apaisée et donc dans un quotidien qui est plus tenable pour soi aussi. Ouais, mais tu parles de ce quotidien et moi je l'ai vécu quand j'ai eu ma fille il y a 22 ans. Chut. Non, mais maintenant elle est plus vieille que moi quand je l'ai eue. Et en fait, tu vois, je m'obligeais à faire, à faire, à faire. Il fallait que tout, parce que j'avais cette problématique de, je suis une jeune maman et les jeunes mamans sont souvent prises pour cible. On leur dit, mais tu vas pas réussir, tu vas pas être capable, t'es pas assez mature, t'es pas. Donc, tu vois, j'avais cette envie de prouver au monde que je pouvais tout gérer et tout assurer. Et Oui, finalement, j'avais un médecin à cette époque-là qui était dans la médecine chinoise, etc. Donc tu sais beaucoup plus dans le rapport au corps, l'écoute de soi. Et il m'a vraiment rassurée en me disant, mais faites ce qui est prioritaire, mais il y a des choses qui peuvent passer à la trappe. oui, Et prenez soin de vous parce que tu sais, c'est comme ce truc du masque à oxygène oui, dans l'avion. mm, Si moi je prenais pas soin de moi, en fait, je dormais pas dans la journée et ma fille ne dormait pas la nuit. Donc autant te dire que j'étais un peu en mode lock. Et ben en fait, il m'a dit si vous continuez comme ça, c'est l'hôpital qui vous tend les bras. Et ça a été ce déclic à ce moment-là de dire, mais en fait, oui, si je prends mm, pas soin de moi, je peux prendre soin de personne. ouais, Et en plus, pas d'elle. Donc, c'était ma priorité. Mais en fait, souvent, on se trompe en ayant la tête dans le guidon. On se trompe de priorité.
Parce que si on fait des autres notre priorité et qu'on s'oublie, comme tu disais au début, ben finalement, on fonce droit dans le mur et on n'aidera plus personne. Oui, alors c'est lié à plein de choses, hein, ce fonctionnement-là. Il y a beaucoup d'injonctions de la société, mais il y a aussi des choses qui remontent à très très loin, des fonctionnements qu'on a mis en place. Bon voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais moi je l'ai beaucoup vu aussi avec les aidants familiaux. J'ai travaillé quand j'étais assistante sociale à la maison départementale des personnes handicapées, donc on voyait beaucoup de personnes qui aidaient des proches malades ou en Mm. situation de handicap. Et donc avec évidemment voilà cette envie, ce besoin aussi tout simplement parce que dans le quotidien il n'y avait pas trop le choix de devoir être présente pour l'autre, mais au point de complètement s'oublier, se laisser passer à la trappe et puis avec ce risque d'épuisement où effectivement, comme tu l'as très bien dit, si on n'est pas là pour soi, on peut plus être là pour les autres à un moment donné parce que le corps il lâche, tout lâche à un moment donné, les Ouais. émotions voilà, déborde dans tous les sens. Et du coup, bah, voilà, à un moment donné, le risque, c'est que ça lâche pour tout le monde au final, parce que même pour la personne qu'on soutient. Et c'est vrai que il y a plein de raisons, hein, il y a plein de choses qui sont sous-jacentes derrière tout ça, mais on est aussi dans une société qui nous dit qu'il faut qu'on soit toujours performant, productif, utile, etc. Donc on est biberonné à ça et ça demande un petit temps parfois de déconstruire un peu tout ça aussi, de se dire ok, mais il y a peut-être d'autres façons de faire où il y a un juste équilibre, quoi. On n'est pas obligé de toujours dans le plus, on y va, on n'arrête jamais, etc. Parce que ça, c'est le truc, on va droit dans le mur. C'est quand même le gros risque. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup aussi de burn-out actuellement, même si il y a une dimension aussi systémique hein, derrière tout ça, de l'organisation du monde du travail, du management, de plein de choses. Mais il y a aussi ce côté qu'on nous met. Voilà, on a une pression quand on est au boulot, on a une pression quand on est parent, on a une pression quand on est aidant, on a une pression quand on est bénévole. Enfin, on a l'impression, on peut se la mettre dans plein de choses, et c'est pas la pression qui va nous aider à bien vivre. Au Ah contraire. oui. Bah oui, c'est ça. Et Béatrice nous parlait de douleurs chroniques et c'est vrai que c'est aussi des petits signes. Le corps nous parle. Ouais. Donc c'est des petits signes, des petits points de vigilance. Quand ça devient pénible, elle nous dit quand ça devient infernal ou enfermant, bah c'est là en fait quand on se rend compte de ça, voilà, qu'on peut se dire mais si je prends 5 minutes dans la journée, Mm. ça va pas changer grand-chose à la vie de l'autre personne. Bah oui, quand on est aidant, on a du mal parce qu'on se dit on doit être là pour l'autre, on est là pour ça. Oui. Mais comme tu disais, bah oui, on peut pas H24, on peut pas à 100%. C'est vrai que moi j'ai travaillé au foyer de l'enfance et je voyais beaucoup de parents. On ne sait pas bien souvent, mais il y a des parents qui amènent leur enfant au foyer de l'enfance parce qu'ils se sentent plus en mesure Oui. d'assumer leur rôle de parent et mais c'est hyper difficile et ces gens mais c'est des gens qui se sont oubliés qui voilà et qui arrivent à un point où le seul choix possible c'est eux pour pas sombrer tous ensemble donc Oui. voilà c'est comment on fait pour pas arriver là quoi. Je te Exactement. propose tranquillement qu'on aille explorer notre première petite question. Allons-y. Est-ce qu'il y a une émotion particulière que tu as appris à apprivoiser avec le temps? Et qu'est-ce que ça t'a appris de toi ou des autres? Ouais, une émotion particulière, je dirais que ça serait, alors la colère, plutôt l'irritabilité, mais qui est un versant de la colère. Mm. J'ai appris à l'apprivoiser et surtout à l'accueillir, à l'accepter, à la reconnaître et à essayer de comprendre ce qu'elle avait à me dire, surtout son message, comme la plupart des émotions, mais c'était celle-là en particulier qui pouvait me mettre en difficulté, ce qui n'est plus le cas. Ouais, ça c'est hyper chouette parce que Ça m'a appris qu'en fait, les émotions, ce sont nos alliés, qu'elles ont des messages à nous transmettre et que si elles sont là, c'est qu'il y a des raisons et que voilà, que donc leur ouvrir la porte, c'était une façon de mieux se comprendre ce qui se jouait pour nous ou dans la relation à l'autre aussi forcément, hein, puisqu'on vit en relation et que nos émotions, elles impactaient aussi les autres. mais ouais, bah, puis en plus, enfin quand on a une empathie assez forte, moi il m'arrivait de parce que la personne en face de moi était en colère, j'avais tous les signes physiques. Tu sais, en fait, ma colère, moi je la concentre dans le bas de mon dos. D'accord. Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui était en colère, c'est moi qui avais mal au dos. Alors qu'à aucun moment j'étais en colère, tu vois.
Mais en fait, c'est ça, c'est tu prends une décharge un peu d'émotions. Voilà, le corps il se dit oh là, c'est pas la nôtre, attends, on en fait quoi? On va la ranger, je stocke. Et c'est vrai que d'aller voir ce qui se cache là derrière, moi j'ai eu besoin de travailler sur comment je renfermais ma colère et ma tristesse, mais aussi comment qu'est-ce que je faisais de celle des autres. Oui, oui, oui. Et en plus, Ça- la colère, typiquement, c'est une émotion qui est moins acceptée, je trouve, que d'autres types d'émotions parce que, voilà, on doit, tu vois, on est parents, on doit être calme avec nos enfants, on est accompagnant, on doit être, voilà, bon, on est humain, quoi. En fait, donc ça peut arriver à tout le monde. Et souvent, c'est une émotion qui est pas forcément bien admise ni comprise, alors que, voilà, comme les autres émotions, elle a toute sa place et elle a des choses à nous transmettre, quoi. Donc, Est-ce que tu as identifié derrière ta colère, toi, ce qui se jouait? moi, principalement, oui, c'était le fait que je n'aurais pas mes propres besoins. Hmm. Typiquement, j'ai été dans ce que je vous ai décrit, hein, le fait de s'oublier au profit des autres, de par mon métier d'assistante sociale, de par le fait que j'avais des jeunes enfants, enfants en bas âge, que les copains qui allaient mal, ils m'appelaient à moi, que voilà, ça a toujours été comme ça depuis très très longtemps. Et donc, et ok, super, d'accord, c'est important, ça fait partie de moi, ça donne du sens à ma vie, sauf que à un moment donné, et ben comme tout le monde, hein, ça peut faire trop, et que si on n'a pas, on s'accorde pas justement ces espaces pour se ressourcer, pour savoir vraiment quels sont nos besoins et déjà les identifier parce qu'on le sait pas forcément et y répondre aussi. Ben à un moment donné, les émotions elles se chargent de nous dire que peut-être il y a un petit déséquilibre quoi, et qu'on a besoin de remettre les choses en perspective pour voir, pour prendre une direction qui nous convienne mieux. Et donc c'était vraiment ça, ça m'a vraiment appris. Je pense que c'est cette émotion-là principalement qui m'a appris, enfin qui a été le déclencheur, on va dire plutôt, pour m'apprendre à justement, voilà, me reconnecter à mes propres besoins et me dire que c'était pas égoïste de pas toujours faire passer les autres avant soi et que c'était normal et que j'avais besoin aussi d'avoir mon propre espace à moi d'expression au sens large, mais en tout cas d'exprimer, de dire, de nommer, d'acter, de mettre en œuvre mes propres besoins. Et que c'est humain, tout simplement. Mais on ne nous l'apprend pas tout ça. On Non. ne apprend pas. Bah, non, mais c'est un truc qui est fou parce que moi, en fait, j'ai fait comme toi. Enfin, je considérais que de toute façon, c'était égoïste que de se faire passer en premier. Donc, je me posais pas la question de quoi j'ai besoin. Enfin, il y a vraiment ce truc où c'est tout naturellement qu'on se pose pas la question parce que c'est ce qu'on nous transmet. Exact. Voilà, on n'est pas là pour penser à soi. Moi, c'était une phrase que j'entendais souvent. Donc, bien entendu, tu vas pas te dire, bah aujourd'hui, tu sais, c'est tout typiquement le truc, quelqu'un te demande pour déménager. Moi, si je vais faire le déménagement de quelqu'un et que je porte des trucs lourds, je vais être une semaine où je pourrais pas marcher. Bah, en fait, il y a 15-20 ans, je me serais dit, ah oui, mais bon, tu peux pas laisser les gens comme ça et tout ça. Maintenant, je préviens, je dis, ok, je veux bien venir, mais peut-être pour rediriger les cartons, pour porter des choses qui sont pas lourdes, pour vider, pour voilà, ou pour remplir, mais pas pour porter des trucs lourds. Avant, je n'osais pas. J'aurais pas exprimé ce truc-là parce que je me serais dit, mais tu vas gonfler les gens en plus, quoi. Ça, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a identifié les besoins, c'est les nommer, c'est mettre des limites. C'est ça. Mais en fait, dans nos besoins, bien évidemment, pour qu'ils soient respectés, il n'y a pas que nous en jeu. Donc, mais il faut savoir exprimer le truc. Et c'est hyper dur, je trouve. Moi, ça a été l'étape la plus dure de me dire, je vais dire à l'autre que j'ai pas les mêmes besoins que lui. Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va pas comprendre? Est-ce que je vais pas être jugée? Est-ce que je vais pas être rejetée? Est-ce que je vais pas finir toute seule au fond d'une grotte? Euh, Mais oui, oui, ça se joue, ça c'est sûr. Ouais. Et je trouve que voilà, c'est une fois qu'on l'a fait une fois, on se rend compte que bah non, l'autre en fait, il a aussi des doléances et justement tu t'exprimes tes besoins et Ouais. l'autre ose aussi exprimer les siens, puis tu arrives à t'accorder et ça va mieux au final. Mais tant que tu l'as pas fait une fois, moi enfin depuis petite, j'avais intégré le fait que on ne devait pas dire non. Mhm. Mhm. Donc t'imagines bien que d'aller dire oui mais, ah bah, déjà c'était comme si je disais non. Et c'est ça, ça remonte souvent à loin, hein, c'est ce que tu dis. Souvent, ça remonte à des schémas de fonctionnement qu'on a mis en place pour plein de raisons. Et donc, on se défait pas non plus de tout ça
quand ça fait 40 ans qu'on fonctionne comme ça, on s'en défait pas en un mois, quoi. Donc, faut accepter aussi que ça prenne du temps et que Ouais. chemin et qu'il est peut-être pas forcé, il finit peut-être pas le chemin. Je suis pas sûre qu'il finisse, mais en tout cas, voilà, on va vers quelque chose qui, petit à petit, pas à pas, qui nous respecte plus. Je parle souvent de respect finalement. C'est plus de respect de soi. On est Hmm. d'accord pour respecter les autres, mais pourquoi on se respecterait pas non plus? Voilà. Ouais. Et puis, un petit commentaire qui nous dit aussi que c'est à réajuster tout le temps parce qu'en avançant dans l'âge, finalement, les besoins sont pas forcément les mêmes, ils évoluent et que des fois on oublie de faire l'ajustement. Ouais. Donc c'est assez intéressant parce que je trouve que voilà, c'est pour ça que se reposer régulièrement la question de Ouais. oula, je me sens pas bien, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais, cette espèce de, je sais pas, moi c'est souvent le nœud au ventre ou bah justement, c'est l'agacement. Je sais pas. Je suis agacée, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Ça, moi, Euh, c'est l'émotion, le signe, effectivement. Les émotions un peu comme ça, là, qui viennent titiller, on me dit, bon, là, il y a un truc. Allez, on va se poser. On va essayer de voir ce que c'est. Mais ça, ouais, ouais. comme la pratique dont on parlait tout à l'heure, c'est une pratique aussi. Plus on fait, plus on a l'habitude, plus après on arrive à prendre cette distance, ce recul et observer notre comportement, observer notre relation à l'autre et observer notre état aussi physique, la fatigue, les petits soucis qu'on pourrait avoir, etc., les douleurs. Et là, après, petit à petit, on arrive finalement à avoir ce recul-là qui nous permet de justement de se dire bon, ok, là peut-être il est temps de réajuster quelque chose, mais ça prend du temps. Et puis en plus à ça se rajoutent finalement un petit peu aussi le conditionnement qu'on a pu recevoir aussi parce que cette histoire de s'oublier soi, ça touche quand même principalement les femmes plus que les Ouais. hommes. Il y a plein d'hommes qui sont aussi dans cette situation, mais quand même, je sais pas, quand on observe autour, ils arrivent plus, et tant mieux, à justement à prendre ce temps quand ils ont besoin de se ressourcer, etc. Alors que nous, on est toujours en train de se poser 36 questions voilà, et avoir cette culpabilité, toutes ces choses en boucle là qui reviennent de se dire oui, mais quand, comment, pourquoi, mais c'est pas le moment, et ceci et cela. Bref, on se fait des nœuds au cerveau très Bah, facilement. c'est rigolo, tu vois, parce que moi, je dis toujours que c'est plus, tu sais, en termes de part masculine et part féminine. Parce que moi, les hommes que j'ai en accompagnement sont souvent des hommes hypersensibles et ils se retrouvent dans ce genre de situation, surtout dans les relations de couple, à donner inconditionnellement sans jamais exprimer leurs besoins, donc en recevant très peu. Oui, Il y a ce déséquilibre-là qui se crée et qui finalement, bah, leurs besoins ne sont pas remplis. Donc il y a un moment où ça craque et en fait, la personne en face, elle comprend pas. Parce mm, qu'on l'a toujours habituée à remplir, elle, ses besoins. Et puis d'un coup, on dit, bah stop, moi j'ai besoin de quelque chose, donc on change tout le fonctionnement. mm, Et en fait, c'est comment tu fais pour passer de euh, je donne tout à je me donne. Et en fait, c'est pas passé du jour au lendemain. C'est normal que l'autre, il comprenne pas. C'est comme si ça avait, la personne en face avait changé complètement. Euh, donc souvent, moi, je me retrouve avec des personnes qui vont me dire, bah oui, j'ai pas compris pourquoi. À partir du moment où j'ai exprimé de quoi j'avais besoin, bah il y a eu rupture, on s'est séparés, ça allait plus du tout. oui, Parce que oui. tu sais, il y a ce côté frontal en fait. T'arrives au bout du bout, c'est terminé, t'en peux plus et tu balances tout d'un coup. C'est ça, puis il y a une manière de dire aussi les choses, hein, d'exprimer les choses, ça aussi, ça s'apprend. Mais effectivement, comme tu dis, quand on arrive et qu'on n'en peut plus, on a plus le risque d'exploser que si effectivement on dit les choses progressivement. Ça aussi, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, ça s'apprend, mais c'est possible, effectivement. Mais c'est ça. Céline nous dit exprimer ses difficultés et ses Oui, besoins nous permet souvent d'ouvrir l'humanité commune. Ça fait du bien à soi et aux autres, mais et puis c'est ça, c'est qu'on donne la permission aux autres forcément, oui, parce que de faire aussi. on a aussi, hein, forcément, ouais. Oui, oui. Bah, c'est ça, et même moi je le vois avec les enfants. Tu vois, je reprends l'exemple de quand j'enseignais, mais j'avais des grosses crises de migraine à ce moment-là. C'est en partie aussi pour ça que j'ai arrêté. J'avais une migraine de fond constante et des grosses crises qui pouvaient durer 3 jours. Et c'est vrai que la première journée, je prenais sur moi. La deuxième, ça commençait à être dur. La troisième, j'en pouvais plus. Arriver et dire aux enfants, ben aujourd'hui, j'ai vraiment très mal. C'est pénible pour moi. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la jauge de tolérance, ça va pas être le orange, ça va être le jaune et parce que j'avais un curseur, tu vois, pour le bruit, de dire, bah, aujourd'hui, le orange, je le supporte pas. Aujourd'hui, je vais juste supporter du bruit Mm. dans le jaune. Et ça serait vraiment très gentil pour moi d'être dans le vert le plus
la majeure partie du temps, tu vois. Et en fait, de leur dire, bah oui, en face, ils s'ajustent. Alors, ça reste des enfants, hein. Il y a bien entendu des moments où le débordement, et de dire, vous vous souvenez de ce qu'on a dit ce matin? Et en fait, ils reviennent d'eux-mêmes. Et c'est ça, c'est que parfois, on a juste besoin de reposer notre cadre pour que ça fonctionne, mais ça demande du temps. Et c'est pas parce qu'on a dit à l'autre, bah, aujourd'hui, j'ai besoin de calme. Moi, t'imagines bien, j'ai un mari TDAH. Qui saute partout quand il est stressé, qui saute partout quand il est content, qui saute partout quand il est fatigué. Bien évidemment que moi, mes jours où j'en peux plus, je vais pas lui demander de rester assis et de pas bouger. C'est aussi à moi de dire, bah, tu vois là, va faire du vélo, va, fais ce que tu veux. Moi, je me retranche un peu, je me mets dans ma grotte parce que j'ai besoin de ce temps de calme. Mais ça, à partir du moment où on arrive à se dire les choses et à nommer les choses, je pense que ça peut fonctionner. Après, il faut déjà avoir connaissance, comme on dit, se reconnecter à ses propres besoins, comprendre aussi le fonctionnement de l'autre, accepter, accepter nos différences et nos humanités, comme quelqu'un le disait dans le combat en terre, parce que c'est vraiment tout à fait ça. Et pouvoir effectivement être d'accord qu'on peut s'ajuster l'un l'autre, s'ajuster en fonction aussi de l'état de l'autre. Effectivement, il y a des fois, on a l'impression que, comme tu en parlais tout à l'heure, de la contagion émotionnelle, il y a des moments où on a l'impression que l'autre il nous met dans un état de stress, et là, déjà lui dire, et puis, comme tu dis, on peut trouver un peu des stratégies pour que chacun trouve l'espace, le moment qui lui convient et qui peut lui permettre d'être comme il est, quoi, finalement. Bah, c'est ça, et c'est encore une question de temps, hein, là, de toute façon. Mais moi, je vois des fois, j'ai des parents en séance qui me disent, oui, mais je rentre le soir, lui, il est en pleine forme, il saute partout, moi, j'en ai marre, il veut pas s'asseoir pour faire ses devoirs. Et, bah oui, parce que la journée pour le parent, elle a été hyper compliquée. Oui, Sauf que l'enfant, lui, il s'est contenu toute la journée, il arrive à la maison, il a juste besoin de décharger. oui. Comment on fait? Est-ce qu'on lui dit va courir dehors pendant 20 minutes ou est-ce qu'on lui dit tu rentres, tu fais tes devoirs? Ouais. Il y a C'est peut-être. Oui, mais ça aussi, je parlais tout à l'heure de l'observation, ça c'est quand même la base aussi, je trouve. J'ai eu ça avec mon fils aîné qui maintenant va avoir 16 ans, donc ça fait un petit moment. Mais effectivement, quand on rentrait de l'école, moi je rentrais du boulot, donc j'arrivais toujours au dernier moment pour le chercher, j'étais speed, enfin bon, bref, Ouais. avec les situations bien problématiques de la journée dans la tête, enfin bon. Et donc lui, il arrivait et effectivement, bah, le temps était limité parce que bah, il faut faire les devoirs, il faut prendre la douche, faire à manger, il faut pas se coucher trop tard. Enfin, le truc classique, le fameux rush du soir là. Et au tout début, les premiers temps, c'était bon, alors on rentre, tu fais les devoirs, etc. Mais sauf que lui, oui, d'accord, il avait été à la garderie, il avait joué. Enfin, moi, c'était ma vision. Sauf qu'il avait été Ouais. à la maison et justement, il avait été dans le bruit toute la journée. Et donc, il avait besoin, comme tu dis, exactement de décharger. Et c'était la crise. Ça a duré un moment. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, faut qu'on fasse autrement, ça va pas. Et parce que ça allait, évidemment, ça n'allait pour personne. Mon mari rentrait tard du boulot, donc j'étais toute seule à gérer. Bref. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, et si on faisait autrement? Peut-être qu'on pourrait essayer autre chose, on verra bien ce que ça donne. J'avais pas encore toutes ces notions, tu vois, au niveau émotionnel, Hmm. etc. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui coinçait. Eh ben, on a fait autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait son temps pour décharger, pour faire ce qui lui faisait du bien, avoir son espace, etc. Et après, effectivement, il était en capacité de faire les devoirs, d'aller prendre la douche, etc. Et ça a tout changé. Donc vraiment, c'est des choses des fois du quotidien qui peuvent paraître banales, mais mis bout à bout dans une journée, déjà, ça fait pas mal de choses souvent. Et puis en plus, ça peut vraiment dédramatiser quoi, des situations qui vont générer du stress, alors que on peut, voilà, des fois juste changer de perspective et se dire, s'autoriser à essayer de faire différemment, tout simplement, se dire, il n'y a pas qu'une manière non plus, il n'y a pas qu'une vérité unique qui existe. C'est pas parce que mon voisin il fait comme ça avec ses enfants que ça me convient à moi. Et puis c'est pas Moi-même. parce que tu sais à la réunion de rentrée, enfin moi j'entends de tout depuis depuis 20 ans que je fais des réunions de rentrée quasi là maintenant. Mais en fait je me dis il y a des gens qui ont une vérité qui est la leur, Oui, des professionnels. Donc en tant que parent tu te dis moi je vais appliquer ce que dit le professionnel. Moi là j'ai un des professeurs qui a dit pour apprendre la leçon il faut l'écrire. Mon fils, il peut écrire 25 fois la leçon, il s'en souviendra jamais. Parce que lui, pour apprendre sa leçon, il a besoin de parler en marchant. oui. Ben,
Et le parent qui sait pas qu'il y a plusieurs façons de mémoriser et que Ouais, le fait de bouger fait partie des façons de mémoriser, ben, il va continuer à appliquer ce que le professeur il a dit. ouais, Et les deux vont être en souffrance, le parent, l'enfant, parce qu'il y a ce conseil d'un professionnel, mais qui est pas forcément très juste pour nos enfants. Moi, je vois le mien, bah, il a cette hypersensibilité déjà quand il a vécu quelque chose de pas cool dans la journée. Si on prend pas un temps pour en parler, bah, les devoirs, c'est foutu. Il enregistre rien. Donc oui, ça me fait râler parce que bah, forcément, hein, fin de journée, toujours. Mais en fait, je me rends vite compte que c'est aussi quelque part de ma responsabilité que de lui offrir un sas. mm. Et c'est pas facile Moi, parce c'est qu'on se ça. laisse piéger. Le métier de parent, c'est pas facile. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Et voilà, je crois qu'on tâtonne, on fait comme on peut, on essaye. Mais encore une fois, c'est s'autoriser à essayer, à se dire, bah, je peux essayer de faire comme ça. Et ça vaut pour tout dans la vie. Je parle du métier enfin, du métier de parent. Oui, c'est un métier. Mais pour plein d'autres choses. Parce que j'ai mangé ce que je voulais dire, ça me revenir. Ça, c'est mon truc. Je pensais à un autre truc en même temps. Donc, Oui, voilà. mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Je pense que tout le monde a l'habitude ici. J'ai vu passer plein de personnes avec qui je parle souvent et on commence sur un sujet, on finit par un Oui, truc qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. oui, Mais oui, tu parlais du métier de parent et moi je retrouve ça dans le métier d'aidant, les entrepreneurs du bien-être particulièrement. Voilà, il y a tout, il y a ce comme tu d'accompagnant d'une personne au quotidien et puis même dans plein de choses en fait, parce que même si on a un travail de bureau, etc., on peut vouloir être dans ce j'applique. On me dit qu'il faut que je travaille tant de temps assise dans un open space, un truc, machin. Et moi, je vois combien de personnes qui sont en souffrance en voulant appliquer les règles, parce oui. que c'est les règles de la majorité, mais c'est pas nos règles à nous. C'est pas les règles de tout le monde. Non. Et même la majorité, je pense que individuellement, il y a forcément des subtilités aussi. J'ai Oui. repris ce que je voulais dire, c'était ça en fait, que ce soit dans le cas de figure que tu viens de citer ou bien en tant que parent, c'est le fait de se faire confiance aussi, et puis de faire confiance à l'autre. Alors ça s'apprend ça aussi, Mais mais c'est pas facile. non, c'est pas facile. Parce Et que moi, je le vois chez beaucoup d'hypersensibles, on va avoir eu cette tendance à attirer des personnes qui sont pas forcément celles qui nous font du bien. Donc la confiance en l'autre, elle est rompue. Parce que finalement, bah, c'est tout bête, mais quand on regarde un peu le schéma de fonctionnement, l'hypersensible, il est à fleur de peau quelque part. Et la personne qui va avoir ce besoin d'aller casser quelqu'un, c'est plus facile de casser quelqu'un. On voit directement qu'il y a une sensibilité qui fait que tout est pris à 100% tel qu'il arrive. Donc on se retrouve à avoir tiraillé, bataillé pour sortir de ces relations, alors qui sont des relations toxiques. Alors pas que la personne en face soit toxique, mais que les deux ensemble, avec leurs blessures, avec leur fonctionnement, ne soient pas compatibles. mm, Et finalement, c'est ça, c'est de se dire comment je refais confiance. Alors que j'ai appris à ne plus faire mhm, confiance pour me protéger, tu vois. ouais. Je parle de confiance, tu vois, en soi, tu donnais l'exemple de, enfin en soi, mais avant Mm. tout, le préalable pour moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de connaître ses besoins aussi. Ouais. Hein, Ah bah d'accepter oui. de connaître ses émotions, ses besoins, c'est la base. Et à partir de là, accepter aussi que l'autre n'est pas les mêmes que nous, ni les mêmes valeurs, et que ben, des fois, comme tu dis, c'est pas compatible, et c'est comme ça. Et puis c'est tout. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce qui m'a fait rebondir, c'était ça, c'était le fait que tu parlais des enfants, mais effectivement, il y a des enfants. On peut aussi faire confiance à nos enfants pour savoir que, bah oui, effectivement, être assis et recopier, c'est peut-être pas son truc, c'est pas comme ça qu'il va apprendre. Donc lui laisser expérimenter peut-être des choses, comme nous, en tant qu'adultes, on peut expérimenter des choses et puis voir ce que ça donne. Et puis s'il a zéro à son prochain contrôle, est-ce que c'est grave en soi? Non, il aura expérimenté, il aura essayé. Peut-être il sera dit, ah non, c'est peut-être pas ça là, je vais peut-être tester autre chose, etc., etc. Et je pense que ça, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins aussi quand j'étais, voilà, dans mes différents postes d'assistante sociale, parce que j'ai beaucoup bougé. Et, et c'est vrai qu'il, voilà, il y a certains médecins qui peuvent avoir une certaine toute puissance. Je ne mets pas tous les médecins parce que je sais qu'il y en a qui sont formidables et heureusement, heureusement, il y a des soignants super formidables et c'est la majorité. Il y en a qui ont cette vérité quand même, qui ont ce truc, c'est comme ça, pas autrement. Et puis il y en a d'autres qui disent aussi, en fait, vous êtes votre propre expert. C'est-à-dire vous, c'est vous qui avez la maladie, c'est vous qui avez le problème de santé, vous savez ce que vous ressentez, etc. Et donc qui acceptent d'avoir un dialogue et de se dire, pareil pour les enfants, par exemple, les enfants dysorthographiques, dyspraxiques, tout ce que tu veux, etc., hyperactifs.
il n'y a pas une recette miracle peut-être pour tout le monde, hein. Et donc, effectivement, les parents, ils connaissent aussi leurs enfants dans leur quotidien. Ils savent, c'est pas juste en voyant en consultation une fois qu'on arrive à tout déceler. Non, on sait dans son quotidien comment l'enfant y réagit. Et ça, c'est dans ce sens où je disais aussi se faire confiance pour laisser la aussi de faire autrement, ou soit essayer de trouver des façons de faire qui soient différentes, même si c'est pas celle qu'on nous a dit pile qui rentre dans la règle parce que ça fait partie du protocole. Et j'ai rien contre parce que je pense que il y a des moments où on a besoin d'avoir justement un cadre comme ça médical, quelque chose qui nous encadre, mais c'est encore une fois s'autoriser des petits moments, des petits espaces où peut-être on va faire un peu différemment parce que bah, effectivement ça, on sent que ça peut aider notre enfant, ça peut aider notre proche, ça peut nous aider et que ça vaut le coup d'essayer en tout cas et de se dire que on prend cette liberté d'oser. Voilà. Oui, mais et puis je pense que même pour nous, tu vois, oui, pour nos proches, pour tout ça, mais euh, c'est de se dire, mais ok, en fait, ce que je ressens, je vais le tester. Et comme tu dis, il y a pas de toute façon. Alors moi, c'est un truc qu'on m'a toujours reproché de dire, mais moi je disais toujours aux parents, mais laissez-les faire. Parce que mieux vaut un devoir mal fait et derrière on le retravaille et on comprend qu'un devoir fait et l'enfant en fait il a rien fait. Et ben en fait il a rien intégré, il a rien appris, il a rien compris et il avancera pas comme ça. Et c'est vrai qu'on me dit oui mais bon les notes c'est important. Qui montre son livret de primaire pour passer un entretien d'embauche? euh, Personne, quoi. Donc même s'il y a eu un raté, et même s'il y Oui, a un truc, une couleur rouge, j'en sais rien, que ce soit sur le livret de primaire, celui du collège ou par la suite, ça entache en rien le fait que ça se passera bien et que ça ira. Mais c'est un truc, on nous a appris, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit, que ça entre dans les cases. Donc, bah, c'est compliqué. oui. Oui, oui, tout ça, ça met une pression. Mais Ouais. voilà, c'est un chemin d'apprendre à faire, à lever un peu la pression. Mais voilà, mais voilà, comme tout, ça se fait petit à petit. Moi, je suis très pour la politique des petits pas. Ouais. Nathalie, j'ai vu, elle est contre-. Et c'est vrai que voilà, ça se fait vraiment petit à petit et on va pas tout révolutionner dans nos vies d'un coup. Mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut essayer de faire un peu différemment et observer et voir voilà, ce que ça engendre voilà, dans nos quotidiens et dans notre état émotionnel, etc. Et puis, faut être. Tu parlais de patience, mais il y a aussi ce truc que ce qu'on sème comme graine aujourd'hui, ça va pas pousser aujourd'hui. Euh, Exactement. et ça, c'est frustrant, mais. C'est sûr, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est ça. Si on sème. Là, je voyais, c'est la période des radis d'hiver. On va pas les manger demain, quoi. Enfin, donc voilà, c'est la même chose. Faut s'adapter au cycle de la vie. On va semer, on va changer quelques petites choses. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, on va voir l'évolution se faire tranquillement. Et ça, c'est très dur quand on a envie que tout se fasse maintenant. Mais on compatit. Je passe à ma petite question suivante. Est-ce qu'il y a une émotion dans ta vie qui a marqué un tournant? Est-ce qu'il y a un ressenti ou voilà une émotion forte que tu as ressentie et qui a changé quelque chose pour toi par la suite? Ce qui me vient le plus spontanément, c'est l'amour inconditionnel quand j'ai eu mes enfants. En fait, c'est ça. C'est ce côté de, à la fois c'est un amour particulier, je trouve, qu'on ressent évidemment avec personne d'autre. C'est qu'avec nos enfants, c'est un lien très particulier. Et voilà, c'était presque miraculeux pour moi, ce côté, ce lien-là. Et oui, ça a changé parce que ça change parce qu'on sait qu'on l'aura toujours, quoi qu'il arrive, et qu'on doit se l'entretenir aussi, c'est-à-dire entretenir ce lien et cette relation. Et puis, ce qui a changé, ce qui a chamboulé, c'est aussi le sens des responsabilités qu'il y avait derrière. Ah ouais, clairement. Moi, je dis toujours, il y a un avant et un après. Euh, Oui, même parce que on sait que c'est vraiment des personnes auxquelles on est lié à vie. C'est vrai bien nos enfants, quoi. Enfin, après, c'est pas le cas toujours dans toutes les familles, on est d'accord. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis que voilà. mais après, le On aura- lien est ce qu'il est.
le lien est ce qu'il est. Peut-être parfois qu'il est un peu distendu, peut-être qu'il est un peu compliqué, mais il est là. Et moi, je sais que bah, s'ils ont besoin, donc l'un ou l'autre, je suis là en fait. Oui. Parfois, on me dit ah oui, mais je m'en fous en fait. Ma fille s'est fait embêter au bus, j'ai débarqué au bus comme une furie, plus jamais personne ne l'a embêtée. Pourtant, j'ai un tempérament très très calme. Mais tu vois, enfin, la voir revenir en larmes, pas prendre le bus et tout, parce que elle est, ben, en fait, voilà, même si elle était en crise d'ado, même si elle était pénible, même si, oui, de toute façon, enfin, on est tous à un moment donné à vouloir tester les limites que nous mettent nos parents, plus ou moins calmement, plus ou moins fermement. Mais c'est un truc, c'est ce lien qui fait que tu serais prête à déplacer des montagnes, peu importe. Ouais, je trouve que, et c'est ça, c'est un ressenti tellement, mais comme tu dis, qu'il y a avec personne d'autre en fait. Ouais. Oui, oui. Et puis ce que ça a chamboulé aussi, c'était une partie de ta question, c'est que je grandis en même temps qu'eux, en fait. Ouais. Voilà. Je grandis intérieurement. Tu vois, toute cette histoire d'émotions, de besoins, de voilà, bah, c'est parti enfin, grâce à eux finalement. Ça s'est déclenché en partie grâce à mes enfants parce que ils ont un peu été des miroirs de tout ça et des révélateurs. Et du coup, moi, j'ai un engagement finalement quelque part. Je me dis, j'ai un engagement à pas faire parfaitement parce que je le ferai jamais parfaitement et qu'ils auront des choses à me reprocher et que c'est normal. Mais en essayer Et moi je leur dis, parer, tu vois, pour dans quelques années. Mais moi je leur dis, si j'étais une maman parfaite, imaginez la pression que ça vous mettrait le jour où vous avez des enfants. Au moins vous savez qu'on peut être parent et qu'on n'est pas parfait. mais en tout cas, moi, le truc, c'est de se dire, ok, il y a des choses, je sens que c'est pas juste et donc c'est pas juste pour eux. Donc peut-être c'est à moi à essayer de revoir et de faire un peu autrement et de voir, voilà, travailler sur moi si jamais je sens que je peux pas faire les choses toute seule, tu vois, ou être accompagnée s'il y a besoin. Donc, effectivement, je trouve qu'on grandit en même temps que nos enfants, quoi. Voilà, euh, c'est vraiment cette impression que j'ai. Donc, dans ce sens-là, oui, ça a chamboulé ma vie quand même. Ouais. Mais on en parlait dans le live avec Séverine. C'est vrai que elle comme moi, on a des enfants d'âge avec des écarts d'âge importants. Et c'est vrai que notre premier enfant bah, nous apprend beaucoup et on fait différemment pour le second. Et si on en a d'autres, bah, c'est la même chose. Et bah, en fait, on fait avec ce qu'on a au moment où on le fait. Donc, bah, bien évidemment qu'après, on fait une erreur. Bah, on va chercher, on va se dire bah, comment je fais pour ne pas la reproduire. Donc, le deuxième, il aura pas à payer les conséquences de notre mauvais apprentissage de base où on n'a pas eu assez de... Enfin, c'est un peu comme si on n'avait pas eu assez d'ingrédients pour faire notre gâteau et que finalement, il est un peu foireux au début, mais on l'améliore dans le temps. Et finalement, c'est ça, c'est que le premier enfant nous aide à grandir et nous apprend, et le deuxième vit pas la même chose avec nous. Mais Ouais. nous, on évolue aussi. Il y a des choses qu'on peut plus forcément faire, d'autres. Tu vois, moi, je vois toutes les grandes marches que je faisais avec ma fille. Ça, je peux pas faire avec mon fils.